Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel dans lequel je vais vous présenter la conversion noir et blanc dans Photoshop. Alors, je ne vais pas le faire avec les fonctionnalités et les outils de Photoshop, mais je vais le faire à travers un merveilleux plugin qui s'appelle SilverFX Pro. Ce plugin appartient à la suite Nik Collection, je dirais même l'historique suite Nik Collection, qui fête son 25e anniversaire cette année, et je vais vous montrer comment utiliser ces plugins dans Photoshop, quelle est la meilleure manière de les utiliser, et puis aussi, je vais en profiter pour vous détailler les fonctionnalités de SilverFX Pro. Alors ce plugin est aujourd'hui encore le meilleur logiciel qui réalise la conversion noir et blanc. Avec les fonctionnalités de Photoshop, je pourrais faire du noir et blanc, un noir et blanc travaillé, mais je n'arriverai pas à la hauteur de SilverFX Pro et de toutes les possibilités qu'il nous apporte. Alors, parlons un peu de la suite Nik Collection. On accède à la suite Nik Collection quand elle est installée en plugin dans Photoshop, soit par le menu Filtre, et là on trouve un ensemble Nik Collection avec tous les plugins de la suite. Et notamment, on va trouver SilverFX Pro 2. Ou bien, on peut y accéder par cet outil qui se trouve que j'ai réduit, qui est en bas, qui s'appelle le Nik Collection Selective Tool, l'outil de sélection des plugins. Voilà, je vais l'agrandir. Ça se présente comme ça, sous la forme de cette fenêtre, et là il suffit de cliquer sur le plugin qui vous intéresse pour l'activer. Voilà, mais ça occupe un petit peu trop de place, je trouve, donc je préfère moi le réduire. L'interface de Photoshop est déjà bien chargée, on va pas en rajouter. Alors, cette photo, j'ai envie de la passer en noir et blanc. Ce que je fais d'abord, c'est CTRL-J, toujours, pour créer un duplicata de mon calque d'arrière-plan. Voilà. Et là, je vais convertir cette image en noir et blanc. Je vais donc appeler SilverFX Pro par l'intermédiaire du menu Filtre, Nik Collection, SilverFX Pro 2. Et là, donc, je vais faire ma conversion noir et blanc. Alors, on verra après comment tout ça fonctionne. Ce que je vais faire, là, je vais mettre beaucoup de luminosité pour bien voir qu'on a fait quelque chose. Je fais tous mes traitements. C'est terminé, je clique sur OK. Donc, je reviens dans Photoshop. Et là, on voit qu'il a créé un masque de fusion tout noir. Et dès qu'il a terminé de travailler, le masque de fusion a disparu. Ça, je pense que c'est un bug de la suite Nik Collection. Normalement, dans le cas de figure que je vous présente, il n'y a pas de masque de fusion. Voilà, puis c'est terminé. Et on a travaillé à même un calque. Et si on veut revenir sur les réglages de SilverFX, on ne peut pas. Deuxième possibilité. Alors là, je vais revenir en arrière. Deuxième possibilité, je fais Filtre, Nik Collection, SilverFX Pro 2, je fais mes modifications, voilà, et je sors par le bouton pinceau cette fois. Et cette fois, il me crée un masque de fusion, et il a tout à fait raison, dans le cas présent. Alors, on va lui laisser préparer son image. Voilà. Et directement, j'ai l'outil pinceau qui est activé, vous voyez, et en blanc. Ça veut dire que si je peins en blanc sur mon masque de fusion, je vais faire apparaître mon noir et blanc dans certaines parties de l'image. Par exemple, sur le paysage, j'aurais envie de le faire en noir et blanc. Ce qui n'est pas du tout pertinent, peut-être avec le ciel, vous connaissez le principe des masques de fusion et du pinceau. Si je veux faire le contraire, évidemment, je peux intervertir mon masque de fusion en cliquant sur les propriétés du masque, inverser, et là je fais apparaître le réglage dans la partie blanche.
D'accord? Le blanc laisse passer, je vous le rappelle, dans le masque de fusion, et le noir cache. C'est une possibilité, mais là encore, je ne peux pas revenir sur le réglage de SilverFX Pro, car j'ai travaillé à même un calque pixelisé. Alors, je vous invite à regarder ma dernière vidéo sur les objets dynamiques, et vous comprendrez la différence entre un objet dynamique et un calque en mode pixel. Alors, on va revenir en arrière. Alors voilà, je suis revenu au départ. Alors en parlant donc de mes tutoriels, je vais vous mettre en lien en dessous de la vidéo les tutoriels dans lesquels j'explique les objets dynamiques et celui dans lequel je présente SilverFX Pro 2 d'une manière très détaillée et très complète. Mais je vais quand même vous expliquer ici comment ça se passe. Alors, la meilleure solution, c'est donc de dupliquer mon calque. Voilà. Je vais l'appeler noir et blanc. Soyons ordonnés et travaillons proprement. Renommons nos calques. Je vais le convertir en objet dynamique. Clic droit. Convertir en objet dynamique. Voilà, c'est fait, on voit la petite icône objet dynamique. Et là, donc, je vais aller dans SilverFX. Et l'avantage, ça va être que je vais pouvoir revenir sur mes réglages du filtre SilverFX, parce que c'est un objet dynamique, et mon filtre va devenir un filtre dynamique. Donc filtre, nid de collection, SilverFX Pro 2. On va attendre qu'il se lance. Voilà. Et vous voyez, il me dit que c'est un objet intelligent. Alors c'est la traduction littérale d'objet dynamique en anglais, Smart Object. Et le bouton pinceau est désactivé, vous voyez, je ne l'ai pas. Il me demande si c'est bien ce que je veux faire. Je lui dis OK. Voilà, je vais redimensionner un petit peu tout ça pour que ce soit plus confortable pour tout le monde. Nous y voilà. Donc, rapidement, à gauche de l'écran, on trouve un panneau de presets. Il y en a en tout 58. Et vous voyez, ils sont classés par catégorie. Voilà. 10 presets viennent d'être ajoutés pour le 25e anniversaire de la suite Nid Collection. C'est le cadeau de DxO. Vous voyez, si je clique sur la catégorie 25e anniversaire, j'en ai des nouveaux, avec des virages, tout un ensemble de presets. Alors il y en a en tout 58, c'est énorme. En général, quand on a beaucoup de presets, on trouve jamais ce qu'on veut. Et personnellement, les presets, je suis pas trop pour. J'aime bien travailler moi-même mes images et faire exactement ce que je veux. Alors, en général, ma méthode de travail consiste à partir sur un preset neutre, c'est-à-dire une base complètement délavée, avec des gris neutres, quelque chose qui n'est pas du tout présent, qui n'est pas du tout densifié, et qui n'a pas d'âme, en fait. Et ça j'aime bien, car je vais tout refaire. Alors, sur la gauche, on a tous les outils, tous les réglages que permet SilverFX Pro. Alors, ce que je vais faire, je vais fermer le panneau de gauche, qui me sert plus à rien maintenant, pour être un peu plus confortable pour travailler ma photo. Je vais d'abord m'occuper des réglages globaux, c'est-à-dire des réglages qui vont porter sur toute l'image. J'ouvre le panneau, et là je vois donc des réglages de luminosité, de contraste et de structure. Vous allez me dire, c'est bien joli tout ça, mais dans le module développement de Lightroom, donc Camera Raw,
j'ai beaucoup plus de réglages. Sauf que je peux ouvrir luminosité, et alors là, j'en ai beaucoup plus. Dans contraste également, et dans structure également. Alors comment procéder? D'abord, il vous faut repérer où sont les tons moyens, où sont les ombres, où sont les tons clairs. Pour ce faire, il y a un outil merveilleux qu'on voit sur l'histogramme, qui s'affiche en bas. Vous voyez, quand je pointe ma souris sur l'histogramme, je vois apparaître des gammes de tonalités. Et quand je passe ma souris sur une gamme de tonalités, là des noirs, en hachuré, vous voyez ici, je vois donc tout ce qui va être noir dans ma photo. Donc je vois bien la plage tonale. Voilà, si je vais un peu plus loin, on voit qu'il y a pas mal de noir. On voit qu'il y a des gris sombres, vraiment, alors ça c'est la majorité de la photo, complètement même. Encore dans les gris sombres. Là j'arrive dans les tons moyens, il y en a beaucoup aussi. Voilà, là je suis plutôt dans les tons clairs maintenant. Il y en a aussi. En fait, beaucoup de réglages vont impacter ma photo. Et notamment les tons foncés et les tons gris moyens. Gris moyen et gris foncé. On a vu qu'il y avait beaucoup de gris foncé. Bon, maintenant, je vais pouvoir appliquer mes réglages en conséquence. Alors, je vais décliquer, voilà, ma plage tonale. Si je bouge le curseur luminosité, qui est global, là, c'est un peu violent, c'est un peu bourrin, ça m'intéresse pas du tout. En général, je ne l'utilise pas. Par contre, je vais utiliser les tons clairs, les tons moyens et les ombres. C'est beaucoup plus intéressant. Sur les tons clairs, donc dans les nuages surtout, je vais un petit peu donner de la brillance, un petit peu les éclaircir, ça fait pas grand chose, c'est même pas intéressant. Par contre, sur les tons moyens, je devrais impacter un peu plus de choses, oui, vous voyez. Je vais peut-être les assombrir un peu pour donner un peu plus de présence et densifier un peu plus ma photo. Sur les ombres, je pense que je vais faire pareil. Je vais assombrir, alors s'il veut bien, voilà, alors peut-être pas trop, allons-y doucement. Alors je pense qu'en vidéo, vous voyez pas tout à fait l'image comme je la vois. Aussi, je vous demande de me faire confiance, mais vous allez voir des modifications, vous inquiétez pas. Et puis, j'ai un curseur luminosité dynamique. En fait, c'est une luminosité intelligente qui, en fonction des plages tonales de votre image, va faire une luminosité calculée. Alors là, je vais pas trop le faire, j'en ai déjà bien fait avant. Légèrement assombrir. Pour le contraste, pareil, hein, si je bouge le curseur global, ça va être très bourrin. J'aime pas du tout ces réglages violents, donc je vais y aller doucement, tout en sensibilité, tout en finesse. Amplifier les blancs, ça m'intéresse, ça va leur donner de la brillance, pardon. Alors regardez, sur les nuages, notamment en haut, voilà, je vais pas trop en faire, juste un petit peu. Il faut que les réglages soient subtils et pas trop visibles. Amplifier les noirs, pourquoi pas, j'en avais déjà fait beaucoup. Voilà, ça leur donne un petit... attendez. S'il veut bien prendre mon curseur, il faut bien cliquer sur les curseurs. Quelquefois, il oublie de les prendre avec lui. Et le contraste doux, pareil, c'est un contraste intelligent calculé. Ensuite, j'ai la structure. Alors ça, la structure, ça s'appelle clarté dans le module développement de Lightroom. C'est le micro-contraste des détails. Alors c'est très intéressant. Alors pareil, j'utilise pas le réglage global. Je vais utiliser que les réglages un peu plus fins. La structure des tons clairs, ça m'intéresserait dans le ciel. J'aimerais qu'il y en ait un petit peu plus. Voilà, mais j'agis globalement, donc ça m'embête un peu. On va voir comment je vais résoudre ce problème
après, parce que le ciel est intéressant, là, pour tout vous dire, et j'aimerais bien avoir un ciel beaucoup plus présent. J'aimerais bien qu'on le remarque. Les tons moyens, je mets un peu de structure, dans les ombres également, et pareil, j'ai un curseur de structure fine qui va, lui, faire une structure intelligente, pareil, une structure calculée en fonction des plages tonales de votre image. Là, en général, je les touche pas trop parce que je fais tout avant avec les autres curseurs. Vous voyez, si j'agis, ça fait strictement rien d'ailleurs. Voilà. Pour remettre à 0, alors je vous l'ai pas dit, mais c'est comme dans tous les curseurs en fait. Pour remettre à 0 un curseur, il suffit de double-cliquer dessus. Et puis j'ai un dernier petit panneau, un sous-panneau, qui concerne la protection de la tonalité. Alors ça va permettre, alors c'est très subtil, ça va vous permettre de neutraliser certaines plages tonales, vous voyez, dans les ombres ou dans les tons clairs. Ça va les protéger de vos réglages. C'est-à-dire, alors là c'est pas le cas dans cette photo, si vous avez une plage tonale qui vous intéresse, que vous voulez pas toucher, parce que vous la trouvez très intéressante sur votre photo, vous réglez l'un de ces petits curseurs, ou les deux, et vous la protégez de tous les réglages que vous allez faire. Même à mon avis, ils auraient dû le mettre en haut, cette protection de tonalité. Ça devrait se faire dans un premier temps. Voilà, pour les réglages globaux, ce sera tout, et on va comparer avant et après. Vous voyez, en haut, j'ai un bouton comparer. Si je maintiens appuyé, j'ai l'image de départ, le noir et blanc neutre. Si je relâche, j'ai mes modifs. Vous voyez, quand même, on a rendu cette photo un peu plus intéressante déjà, mais on va continuer. Voilà, donc je voudrais maintenant m'occuper de ce ciel. J'aimerais le travailler encore un petit peu plus pour le rendre encore plus présent, plus intéressant. Je vais donc ne pas recourir aux réglages globaux, parce qu'on l'a vu, c'est la totalité de l'image qui est impactée par ces réglages. Je vais utiliser des réglages sélectifs. Là, je vais fermer les réglages globaux pour être plus clair dans mon interface, et j'ouvre les réglages sélectifs. Alors, en réglage sélectif, dans toute la suite Nik Collection, ça se fait par l'intermédiaire des viewpoints, technologie inventée par Nik Software à la grande époque de la suite Nik Collection. Je vais donc vous montrer concrètement comment ça se passe, vous allez vite comprendre. Je prends un point de contrôle en cliquant ici, et je vais l'ajouter sur la photo dans mon ciel par là. Première chose que je vais faire, c'est fixer mon champ d'application. Quelle zone je veux impacter par mon point de contrôle. Alors vous voyez, c'est un cercle qui par défaut est à 25%. Je le pose donc ici pour ne pas toucher mon paysage, et on verra comment je vais faire pour le reste du ciel. Voilà. Comme ceci, ça devrait aller. Je vais jouer sur la structure. J'aimerais faire ressortir un petit peu la structure de ces nuages. Donc je vais monter un petit peu la structure. Vous voyez, c'est tout de suite mieux. Je vais essayer avec la structure fine également. Et puis peut-être amplifier les noirs pour rendre ce ciel un petit peu plus dramatique et jouer sur le contraste. J'envoie un petit peu plus de contraste. Voilà. Pour voir la zone que j'ai impactée concrètement, je peux me mettre en mode masque. Vous voyez, il y a un mode masque à côté de mon point de contrôle. Voilà. Tout ce qui est en noir n'est pas impacté. Tout ce qui est en blanc est impacté par mon réglage. Et tout ce qui est en gris clair est très peu impacté. Donc là, ça va pas trop mal. Je vais dupliquer ce point de contrôle en embarquant les mêmes réglages à côté. Pour ce faire, je maintiens la touche Alt enfoncée. Et vous voyez, là, je vais le pousser par là. Bon, le champ d'application, là, est trop fort. Je vais le réduire un peu, comme ceci. Alors, je sors du mode masque pour voir ce que je fais. C'est pas mal. Je vais également
aller de ce côté à droite du ciel, Alt, clic, j'embarque mon point de contrôle et ses réglages, c'est important de le dire. Voilà, si je touche les arbres, c'est pas gênant, comme ceci. Je vais peut-être monter ici un petit peu plus le contraste. Voilà, ça me plaît bien. Alors voyons en mode masque ce que ça donne. Voilà, je touche un petit peu le reste du paysage. Alors ce que je vais faire, je vais réduire un peu. Et celui-ci aussi peut-être. Voilà, pour juste toucher les nuages. Voilà, c'est pas mal. Ça me plaît bien. Mon ciel est beaucoup plus présent. Vous voyez, avant, après, c'est quand même autre chose. Hein. Et pour terminer cette photo, vous voyez, 3 points de contrôle, ça suffit. J'essaie de désactiver. Faites attention, cette case-là, ça désactive les réglages, le type de réglage que vous avez fait. Filtre couleur, ça permet d'appliquer un filtre couleur sur du noir et blanc, comme on faisait au temps de l'argentique, en vissant un filtre de couleur sur l'appareil équipé d'une pellicule noir et blanc, on faisait ressortir telle ou telle nuance de gris. Bon là, c'est pas intéressant sur cette photo. Là, je peux, avec type de film, simuler un film argentique. Là, ça m'intéresse pas. Et dans les réglages de finition, il y en a beaucoup. On peut faire un virage partiel. Alors peut-être pas aussi bien que je vous l'ai montré dans la vidéo précédente avec caméra RAW, mais on pourra déjà faire quelque chose de sympathique. Je vais pas le faire ici. C'est pas le but. Je voulais bien du noir et blanc. Je vais ajouter un léger vignettage. Alors il y a des modèles de vignettage tout près. Il suffit de passer la souris dessus pour voir ce que ça donne. Alors ça c'est trop foncé. Le 1 est pas mal, oui, en définitive, je voulais le faire léger. Hein. Voilà, on peut modifier la quantité, on peut modifier la forme qu'on veut donner au bord, cercle ou rectangle, et on peut modifier la taille de notre vignettage. Voilà, les bords brûlés, ça simule des bords brûlés sur des vieilles photos. Là, je vais faire un petit cadre. J'ai bien envie, ça finit bien les photos en noir et blanc en général. Alors pareil, vous avez des modèles tout près. Voilà, le type 6 me plaît bien. On peut modifier la taille, on peut modifier l'écart entre la photo et le papier, et on peut le rendre propre, le bord, en fait les bords, hein, ou bien grossier, plus grossier, voilà. Je vais rester entre les deux. Voilà. Un petit coup avant de partir, avant, après. C'est quand même autre chose. Je valide par OK, il calcule mon image pour l'intégrer dans mon objet dynamique. Voilà, et vous voyez qu'avec SilverFX, j'ai fait un travail merveilleux. C'est vraiment un logiciel super pour travailler du noir et blanc. On peut le faire avec une précision et une qualité assez surprenante. Alors, je peux appliquer d'autres réglages sur ce calque. On revient dans Photoshop, on a toute la souplesse de Photoshop et toute sa puissance, ajoutée à celle de Nik Collection, et je peux, en double-cliquant sur le libellé SilverFX Pro 2, revenir sur mes réglages et les modifier. Et vous voyez, je retrouve les réglages tels qu'ils étaient auparavant, et je peux revenir dessus sans aucun problème. Sympathique, n'est-ce pas? Voilà, je voulais vous donner une méthode de travail pour utiliser correctement les plugins de la suite Nik Collection sous Photoshop, et je voulais également vous faire part de ma méthode de travail sous SilverFX Pro pour faire une conversion noir et blanc de qualité. J'espère vous avoir fait découvrir cette merveilleuse suite Nik Collection. Je vous encourage à l'acquérir. C'est vraiment un complément très utile à Photoshop et aussi à Lightroom. En espérant que ce tuto vous aura plu, je vous remercie infiniment de l'avoir suivi et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sous Photoshop.